Alors, je suis content que Vincent Vanaduc puisse nous éclairer là-dessus sur son vécu. Vincent, c'est à toi. Bonjour, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, Damien, tu as raison, j'ai découvert ce rôle parce que bien qu'étant médecin, je n'ai pas du tout été formé pendant mes études à l'aidance, ni à l'accompagnement, ni à ce mot. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et pour mon histoire, pourquoi, comment je suis arrivé là devant vous aujourd'hui, j'ai été aidant pendant 14 ans auprès de ma jeune maman qui, à l'âge de 50 ans, a déclaré les premiers symptômes d'une maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer. À l'époque, moi, j'étais en 3e année de médecine, j'avais 26 ans. Parce que j'ai commencé médecine sur le tard. Avant, j'étais ouvrier sur les bateaux, j'étais docker sur le port du Havre. Donc en réalité, lorsque les premiers symptômes sont apparus, moi j'avais beau avoir 26 ans, je n'avais pas les connaissances du médecin que j'ai aujourd'hui. Et mon père, mon frère et moi, on était 3 hommes. Vous le savez, généralement, principalement, ce sont des femmes, effectivement, qui sont aidantes d'après les statistiques. Mon père, mon frère et moi, on était 3 hommes à faire bloc autour de ma maman pendant ces 14 années d'aidance. Les danses, vous savez ce que c'est, hein, c'est un peu, ça nous tombe parfois dessus brutalement, ça dépend, il y a différentes situations d'aidance. Nous, ça a été totalement insidieux, on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer, comment ça allait évoluer. Et donc, on a fait cette promesse, comme beaucoup d'entre vous ici avaient dû faire. Hein. Moi, je vois en consultation je suis généraliste, je vois en consultation des patients, hein, des couples duo, je les appelle les duos aidants-aidés. Il y a toujours cette promesse qui est faite au début lorsque la maladie est annoncée, qu'on découvre qu'on est aidant. Tout le monde fait cette promesse de ne jamais institutionnaliser. Et puis, comme on ne sait pas combien de temps ça va durer, quelle évolution ça va prendre, cette promesse, parfois, on ne peut pas la tenir. Et ce que moi, j'aime aussi rappeler à mes patients, lorsque ce n'est pas possible de tenir cette promesse, il n'y a pas d'autre choix que d'institutionnaliser. Nous, à la maison, mon frère, mon père et moi, on a réussi à tenir cette promesse pendant 14 ans, au prix de nombreux sacrifices. Ça a été des années un peu difficiles. Hein. Le niveau d'aidance a augmenté. Effectivement, au début, c'était simplement allumer la télévision, mettre une capsule de café dans la machine, ou alors juste lancer la machine à laver. Et puis après, sont arrivées la mise en place des chaussettes, la toilette, faire le pantalon. Et comme vous le savez, hein, quand on est aidant, on considère que c'est normal et naturel de faire tout ce qu'on fait. Et moi, mon papa... borné comme il était, refusait toute aide extérieure, parce que quand on est aidant, on ne veut pas de l'aide. Et mon frère et moi, on s'est obstiné à lui dire « Mais oui, papa, il faut absolument faire appel à une aide extérieure, à des personnes dont c'est le métier, des auxiliaires de vie. » Et l'erreur que j'ai faite, c'est que je lui mettais en avant tous les avantages que ça lui présenterait à lui. Je lui disais « Mais papa, en fait, tu vas pouvoir retourner à la pêche, aller prendre un café chez Régis, tu vas pouvoir souffler. » Grave erreur, parce qu'on considère lorsqu'on est aidant que plus on aide, et c'est comme si vous aimiez encore plus vous aidez, plus vous souffrez, plus vous aimez. C'est faux. Aujourd'hui, en tant que médecin généraliste, j'applique la clé que j'ai utilisée pour mon papa. J'ai compris, au bout d'un an et demi d'acharnement, qu'en réalité, pour qu'un aidant accepte d'être aidé, il faut mettre en avant les avantages que ça présente pour l'aider. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à lui dire « Mais papa, je pense que maman préférerait sans doute que ce soit quelqu'un dont c'est le métier qui fasse sa toilette le matin, et non pas son fils. Non pas toi, Marie, qui fasse toutes ces tâches. Pour la dignité de maman, je pense que c'est un avantage pour elle. » J'ai également mis en avant le fait que finalement aussi, cela allait permettre donc, voilà, de garder cette dignité, mais aussi de privilégier les moments tellement rares, parce que vous savez, une pathologie d'Alzheimer, et ma maman, elle m'a oublié petit à petit, hein, c'est une chose assez difficile. Et il y avait tellement aussi de choses qui se passaient dans sa tête que parfois elle était plus là, un peu absente. Donc il fallait absolument privilégier les moments où il y avait cette petite connexion. Et quand on est aidant et qu'on fait tout 24 heures sur 24, parfois on passe à côté de ces moments de connexion. Donc c'est aussi mettre en avant que finalement ça allait permettre de privilégier ces moments d'échange. Ça lui a permis d'accepter une aide extérieure, une auxiliaire de vie. Moi, les auxiliaires de vie, je les porte dans mon cœur. Je trouve qu'elles font un travail incroyable, qu'elles sont aujourd'hui pas reconnues, mal payées. Elles font des horaires incroyables, elles font des horaires de dingue. Et aujourd'hui, c'est un des axes. Si on veut vraiment améliorer et aider les aidants, ça doit aussi passer par une meilleure reconnaissance et une meilleure valorisation de ces auxiliaires de vie qui font ce qu'elles peuvent. Malheureusement, elles ont une formation un peu hétérogène, pas comme nous, les médecins ou les infirmières, les kinés, les aides-soignants, avec une formation très homogène, avec un diplôme d'entrée ou un concours d'entrée et un diplôme de sortie. Je trouve que les auxiliaires de vie ont malheureusement
malheureusement une formation un peu hétérogène. Certaines sont plus spécialisées sur les enfants, d'autres les personnes âgées. Et on se retrouve parfois à domicile avec des auxiliaires de vie très spécialisés sur la petite enfance, mais qui sont incapables de savoir gérer une personne un peu plus âgée ou avec des maladies neurologiques. Donc ça aussi, pour moi, ça c'est un des axes d'amélioration. Et un jour est arrivée chez nous Mary Poppins, que j'appelle dans le livre Sandrine, parce que vraiment, elle devait être l'auxiliaire d'une seule vie. Elle a été l'auxiliaire de nos 4 vies à tous, mon frère, mon père et moi. Elle nous a permis de garder la tête hors de l'eau. Elle est arrivée avec beaucoup de simplicité et de pudeur et surtout beaucoup de dignité envers maman, que vraiment ça a fait changer un petit peu le cours des choses. Et si vraiment aujourd'hui, moi je prends la parole par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement les aidants, vous le savez, on a tous, il y a 11 millions d'aidants, tous avec des histoires singulières, différentes. Je suis sûr que si on vous interrogeait vous-même, vous auriez des anecdotes et des choses, des envies de hurler, des envies de crier. Moi j'ai voulu le faire à travers ce livre, parce que en réalité, je suis médecin et j'étais totalement largué dans ce parcours du combattant. On est totalement isolé, on est perdu entre toutes ces PCH, l'APA, le CCAS, le CLIC, on n'y connaît vraiment rien. Et je me suis dit, si moi, en tant que médecin, je suis totalement largué, j'imagine ce que doit être la difficulté pour les autres aidants. Et c'est le constat que je faisais pendant mes consultations. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. Lorsque j'ai écrit ce livre, je voulais vraiment pas tomber dans le pathos, parce que je me suis dit, ça sert à rien de faire pleurer dans les chaumières. J'avais vraiment pas envie de ça. J'ai eu envie de l'écrire avec beaucoup de pudeur et pour essayer de donner les clés sur ce que j'ai pu mettre moi en place pour garder la tête hors de l'eau. Notamment, j'adore parler de ma psychologue, Églantine. Je peux vous dire qu'elle aussi, pour moi, ça c'est un axe essentiel. Lorsqu'on est aidant, le soutien psychologique, il est vital. Ça permet vraiment de garder la tête hors de l'eau. Mais là aussi, il y a toujours une difficulté parfois d'accepter, d'aller pousser la porte d'un psy. Moi, alors, la première fois que j'ai poussé la porte d'Églantine, je lui ai raconté ma vie personnelle. Je lui ai dit, écoutez, j'arrive pas à trouver l'amour, je fais tout capoter à chaque fois. J'ai essayé 2, 3, 4 fois, puis un jour, elle m'a dit, je pense que si vous êtes là, c'est pas pour ça. Je pense que vous êtes là parce que votre maman, elle vous oublie, Vincent. Je pense que le fond du problème, c'est que vous êtes un aidant. Je ne vous cache pas qu'elle avait vu juste. J'ai continué à la voir régulièrement. Je pense que je lui ai payé l'aile gauche de sa maison. C'est une évidence. Donc ça aussi, c'est vrai que le soutien psychologique est essentiel, mais là aussi, il y a peut-être aussi une carence sur la prise en charge et le soutien psychologique pour pouvoir permettre l'accès aux psychologues. Heureusement, on sait le gouvernement a mis en place mon parcours psy qui permet d'avoir accès à 12 séances par an. Donc on peut faire une par mois, prise en charge à hauteur de 50 €. On peut également avoir aussi accès aux psychologues via les associations qui pour moi sont aussi essentielles pour aider les aidants. Et puis parfois il y a des mutuelles aussi qui prennent en charge ce genre d'assistance psychologique. Donc là aussi c'est un des points pour moi qui est important. Donc je terminerai sur quelques mots. Pour moi, je considère que aider c'est avant tout aimer. Vous le savez, hein, c'est ça qui nous porte, c'est ça qui nous oblige un peu à garder cette petite lumière au fond de nous pour être présent à côté de nos proches. Néanmoins, être aidé, accepter d'être aidé par des professionnels dont c'est le métier, ça veut pas significatif. Enfin, ça veut pas dire que vous quittez le navire, ça veut pas dire que vous aimez moins votre proche, c'est tout le contraire, c'est que vous faites appel à des personnes pour renforcer l'équipe. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un début de virage. Je trouve qu'on est enfin en train de mettre en lumière les aidants, même dans les entreprises, dans les sociétés. Je trouve qu'on commence enfin à entendre de plus en plus parler des aidants, et c'est essentiel parce que, comme on l'a répété aujourd'hui, hein, si demain les aidants s'effondrent, ça va être un raz-de-marée de toutes ces personnes qu'on ne pourra pas garder au domicile, aussi bien à l'hôpital qui, comme vous le savez, n'est pas dans le meilleur état, et puis dans nos cabinets de ville où, là aussi, je suis désolé, mais les généralistes, je sais qu'on a du mal à avoir un rendez-vous. Donc voilà, je pense que c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire avancer la cause pour les aidants. Merci Vincent. Merci.